Bonjour à tous et à toutes, ici Ferdi de l'autre terre. Aujourd'hui je vais vous parler d'une des meilleures adaptations ever de jeux vidéo en film, sorti en 2010. Je vais vous parler de BioShock, réalisé par Guillermo del Toro. Tout d'abord, BioShock c'est un jeu vidéo sorti en 2007, édité par 2K Games. Alors, dans ce jeu, on incarne Jack, un survivant d'un crash d'avion en pleine mer, qui par la force des choses va se retrouver à Rapture. Alors Rapture, c'est une immensité sous-marine, donc sous l'eau. C'est une société à la base utopique, qui est contre les principes, les valeurs qu'il y avait dans le monde, le communisme, le libéralisme, etc. Mais malheureusement, en fait, on arrive en plein dans la chute de cette société. Et on va essayer de comprendre, de survivre déjà, et de comprendre comment l'histoire en est arrivée là. Alors ce jeu a été déjà à l'époque un succès critique, monstrueux, les gens, enfin c'est un jeu extrêmement bien noté, et même maintenant avec le temps, c'est toujours un excellent jeu, c'est un chef-d'œuvre du 10e art. En 2009, Del Toro annonce qu'il a eu les droits d'adaptation du film. Alors ça a été un soulagement énorme parce que le film, on savait depuis un petit moment qu'il y avait des adaptations, des noms qui circulaient, et de voir quelqu'un comme Guillermo del Toro, alors qui n'est pas forcément connu pour être un gamer, pour être un joueur de jeux vidéo, mais quelqu'un qui avait un univers visuel exceptionnel et proche finalement du jeu vidéo, quelqu'un qui sait réaliser des films, adapter ça, nous a donné beaucoup d'espoir, à nous les joueurs les amoureux de BioShock à l'époque, et ça a été un espoir qui a été comblé, vu la réussite qu'a été cette adaptation, et pour une fois en fait aussi un des projets de Del Toro qui marche, qui va jusqu'au bout, ça a été aussi un soulagement pour tout le monde. Si le jeu se passe en 1960, le film lui va débuter par un prologue qui se passe quelques années avant. On va suivre l'arrivée à Rapture du héros du film qui est Paul Stein, qui est interprété par Ron Perlman avec sa petite fille de 6 ans, Lola. Donc on va voir leur arrivée à Rapture. Et après, donc on arrive en 1958, donc 2 ans avant le jeu. Et donc c'est les premières émeutes qui commencent, la chute de Rapture, etc. Et on va suivre en fait les aventures de Paul qui va chercher à récupérer sa petite fille, Lola, qui a été enlevée par un scientifique, Yi Souchong, qu'on revoit plus tard on entend parler dans BioShock. Avec en fond la lutte sociale entre le créateur mégalomaniaque de Rapture, Andrew Ryan, et Frank Fontaine, le révolutionnaire. Alors, le film, c'est une excellente surprise là-dessus, parce qu'au lieu de nous narrer les événements du film avec Jack, tout ce qu'on vit, etc., et il nous montre les à côté, il nous montre en fait une petite histoire qui va rejoindre la grande histoire. Donc, on nous montre ce père de famille qui va chercher sa fille. On nous montre l'envers du décor, on nous montre des personnages importants dans l'histoire de BioShock, qu'on croise dans le jeu, qu'on entend parler dans le jeu, dans les journaux audio, mais on les croise juste, ils sont en fond, tout est en fond, donc la grande histoire est en fond, et nous, on va voir vraiment qu'est-ce que c'était de vivre à Rapture en tant que simple, par exemple, biologiste marin, simple scientifique, pas forcément important. Et ça, c'est très très fort, parce que nous, quand le film a été annoncé, on avait peur aussi du plus grand défaut des adaptations de jeux vidéo, c'est voir quelqu'un jouer à l'écran. Et ça, c'est catastrophique quand ça arrive. Et là, de voir quelque chose d'indépendant, quelque chose dont on n'a pas entendu parler, qui a quand même son importance finalement dans la mythologie de BioShock, mais sans qu'on l'ait déjà vécu. Voilà. Et ça, c'est un grand moment de cinéma pour ça. Mais donc vous l'avez peut-être tous vu, vous avez peut-être tous joué au jeu, mais il y a peut-être des petits détails qui vous ont échappé. Bah, là, je vais vous faire un petit top 5 des petits trucs que vous savez peut-être pas sur le film. Ok ? Tout d'abord, si dans le film il y a des choses et des décors ou des accessoires qui vous paraissent familiers, si vous êtes fan de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, donc des réalisateurs français, c'est tout à fait normal. Marc Caro a participé, alors même si son nom est écrit en tout petit dans le générique, ce qui est assez bizarre, il a participé à la création des accessoires et des décors du film, et a supervisé un peu aussi, aidé à superviser l'ensemble. Et surtout, en fait, il a réutilisé des décors et des accessoires d'un film que j'adore et qui va vous rappeler des choses, c'est La Cité des Enfants Perdus. Donc il a réutilisé des décors et des accessoires tels quels, pratiquement, avec des petites modifications pour coller dans l'univers, mais sans plus. Ce qui est amusant, c'est que moi je fais partie des gens qui sont persuadés que les créateurs de BioShock, les développeurs, ont vu La Cité des Enfants Perdus, parce que ça partage beaucoup de points communs. Aussi bien l'utilisation du décor, donc l'espèce d'ambiance art déco, industrielle abandonnée, cette civilisation coupée du monde avec des personnages en couleur, etc., cette utilisation, ce détournement de la science, enfin, il y a beaucoup trop de points communs pour que les deux soient exclus. Et alors ça c'est après, mais ce qui est amusant, c'est que Ron Perlman, lui, va jouer dans les deux films. Ron Perlman, c'est un acteur fétiche et de Jean-Pierre Jeunet et de Guillermo del Toro, et il va se retrouver dans deux films qui ont des univers en commun, donc avec un aspect visuel en commun.
Et ce qui est aussi posé, donc dans les deux films, Ron Perlman va jouer à peu près le même rôle, il va surtout jouer, il va être surtout accompagné d'une petite fille. Et ça a aussi causé pour beaucoup de spectateurs un petit problème. Ils étaient persuadés en fait que les films c'était soit une séquelle, soit une préquelle. Ils connaissaient pas le jeu vidéo, ils pensaient que BioShock c'était soit une préquelle, soit une séquelle, où se déroulait dans le même univers que la Cité des Enfants Perdus. Mais j'ai des doutes, hein. Je pense il y a quand même une grande influence, quand même, qui se dégage de tout ça. Certains décors intérieurs de Rapture qu'on peut voir dans le film ont été tournés dans des décors réels. Alors, par exemple, il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées dans une station de métro new-yorkaise abandonnée, qui s'appelle City Hall. Donc c'est une station de métro art déco, et donc elle a été restaurée pour le film, laissée dans son jus mais restaurée, et elle a été beaucoup utilisée. Il y a aussi pour les scènes de tunnel aquatique, donc on peut voir des scènes de transition quand Paul passe d'un endroit de Rapture à un autre en passant par l'extérieur. Ça a été tourné dans un aquarium, donc un aquarium de Géorgie, un des plus grands aquariums des États-Unis. Alors, ce qui est drôle, c'est que l'équipe de tournage en fait avait transformé les tunnels et ils laissaient les décors sur place durant les visites. C'est-à-dire que quand ils ne tournaient pas, ils laissaient le décor et donc les gens pouvaient visiter avec en plus un décor art déco. Enfin, à mon avis, c'était fou. Il y a quelques photos qui avaient justement fuité à l'époque de ce tournage et on voyait ces tunnels magnifiques avec des dorures, etc. Et on voyait des vrais poissons. On voyait des vraies baleines, des vrais requins, tout ça. On peut aussi voir dans le film le théâtre Landau, je m'excuse pour la prononciation, de Chicago, qui lui aussi était un théâtre abandonné et qui a été restauré, on a gardé l'essence du lieu, mais qui a été restauré et utilisé pour le film. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a d'autres, comme ça, des endroits abandonnés, et les équipes de décoration ont à chaque fois restauré et remis à l'état et remis aux normes ces endroits-là. Donc en fait, en même temps de se servir eux-mêmes pour le film, donc pour leur projet, ils ont mis en place des systèmes pour que ce patrimoine, parce que c'est vraiment du patrimoine quand tu vois la station de métro par exemple new-yorkaise, puisse être sauvegardé et être visité. Maintenant, vous pouvez toujours les visiter, revisiter ces endroits-là avec la restauration et les effets d'époque. Je sais que le théâtre a été réutilisé, maintenant il est en marche, que la cité de métro, alors la station elle n'est pas valide, mais tu peux la visiter, c'est vraiment fait pour que les gens puissent se promener. Donc voilà, ça a donné... BioShock a été salvateur pour plein d'endroits dans le monde. L'équipe de développement du jeu vidéo BioShock a travaillé étroitement avec l'équipe de développement du film BioShock. Ken Levine, donc une des têtes pensantes et un des concepteurs du jeu, d'ailleurs qui est crédité en tant que co-scénariste, a participé de près avec son équipe technique à l'évolution du film. Donc par exemple, ils ont fait quelque chose qui est très rare dans ce milieu-là, qui était pas prévu dans le contrat, c'est d'envoyer tous les manuscrits, toutes les études préparatoires, les croquis, les modèles 3D et sonores aux équipes du film, donc par exemple aux accessoiristes et aux assistants décorateurs, qui ont reçu tout ce qui pouvait leur servir pour pouvoir faire le film, pouvoir construire les décors en vrai, pouvoir construire tous les accessoires. Et en fait, devant tant de générosité, parce que c'était vraiment, comme je le répète, pas prévu par le contrat, les accessoiristes et les assistants décorateurs et toutes les équipes de Marc Caro, par exemple, ont décidé de mettre sur toutes les affiches, les publicités, les trucs gravés, les gravures sur une montre, un meuble, une tasse, etc., qu'il y ait tous les noms, au moins une fois, de chaque développeur qui a travaillé de près ou de loin sur le jeu. Donc en fait, quand vous jouez au jeu, vous voyez les crédits de fin, où il y a tous les participants, et bien tous ces noms-là sont présents à un moment ou à un autre sur le film. Alors on ne les voit pas forcément, ça peut être un petit tag et tout ça, mais ils sont là. Donc en fait, c'est la première fois pour moi, je trouve ça beau qu'une équipe de création de jeux vidéo, d'un univers virtuel, une équipe de création d'un univers physique, se retrouve dans un but commun, c'est de ne pas dénaturer un univers, et c'est pour ça que Rapture dans le film est très cohérent par rapport à nous en tant que joueurs, mais même en tant qu'univers propre, et que la mythologie soit pas dénaturée. Donc ça nous a donné, c'est pour ça qu'on a cette ambiance particulière, cette ambiance folle dans le film, et qu'on se retrouve nous en tant que gamers, on a l'impression d'être à nouveau happé par l'ambiance fabuleuse qui était le jeu Rapture, le jeu BioShock. Dans le film, on croise le personnage de Brigitte Tenenbaum, un personnage qu'on croise déjà dans le jeu, une doctoresse qui a participé à la création des Petites Sœurs, dans une scène en fait dans le film particulièrement émouvante et marquante, parce que c'est le moment en fait où Paul apprend ce qui va arriver à sa petite fille, à Lola, et il va apprendre qu'il va devenir une petite sœur, donc une créature génétiquement modifiée,
Et donc c'est un moment tragique. Là, il y a tout un discours qui est super émouvant. Et en fait, dans ce discours, il y a une phrase que je vais vous lire. Je ne la lis pas de tête. Attendez, je vais la noter. Au côté, petite phrase. Et là. Il n'y a pas d'échappatoire. Tout se paie en ce monde. Dans le domaine de la matière ou dans celui de l'esprit. Et si les coupables ne paient pas, les innocents trinquent. Alors, cette phrase, juste cette phrase, par exemple, alors, il y a tout le discours, mais cette phrase, c'est tiré d'un livre qui s'appelle La Grève ou La Révolte d'Atlas. Alors, c'est un film américain, un livre américain qui s'est extrêmement bien vendu aux États-Unis, en dessous de la Bible numéro 2 pendant très longtemps, et qui est la source, ce livre principal du scénario et de l'ambiance et de la création de Rapture dans le jeu vidéo. C'est la référence numéro 1, c'est à partir vraiment de ça qu'ils ont pu créer BioShock. Et le nom de l'auteur, d'ailleurs, l'auteur du livre s'appelle Anne Rand, donc c'est une écrivaine, et ce qui est drôle, c'est que c'est l'anagramme pratiquement de Andrew Ryan, qui est lui le créateur de Rapture. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est le film qui rend hommage au livre dont le jeu rendait hommage. Donc ça fait une espèce de cercle vertueux, et je trouve ça très intéressant. Le livre est passionnant, moi je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, de jeter un coup d'œil. Toutes les idées ne sont pas bonnes, mais la façon dont c'est raconté, c'est très 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 intriguant et c'est très très prenant. Je vais vous parler de la fin du film. Alors, la fin du film que nous connaissons, donc on a Paul, qui retrouve sa fille, mais trop tard. Sa fille est devenue une petite sœur, donc comme je disais tout à l'heure, une petite sœur, c'est une créature modifiée génétiquement, qui a une autre vision du monde. Et pour accepter de la protéger éternellement, Paul va devenir ce qu'on appelle un Big Daddy, donc un des protecteurs. Donc il va s'enjoncer dans une immense armure, genre un scaphandrier, donc pour ceux qui ne connaissent pas les Big Daddy, vous les voyez. Alors dans le jeu, les Big Daddy c'est simple, on en les voit souvent, c'est une des figures emblématiques du jeu, c'est une mascotte entre guillemets, sur la jaquette, etc. Donc c'est un ennemi assez récurrent, c'est un boss, c'est des ennemis qu'on a peur d'affronter, etc. Et dans le film, on n'en voit aucun. Parce que si vous vous souvenez bien, on voit juste l'armure, on voit Paul qui accepte le contrat, et à la fin du film, on voit une ombre noire qui tient une ombre immense, donc l'ombre du Big Daddy, qui tient sa petite fille transformée en petite sœur, et c'est tout. Et on voit pas plus loin, et c'est intéressant parce que donc, ça renforce la mythologie de l'univers BioShock, c'est peut-être un des premiers Big Daddy, un des premiers cobayes, un des premiers essais de protecteurs. Et donc c'est très intéressant. Et en fait, il faut savoir que les producteurs à l'époque ont détesté ça. En fait, pour eux, un film BioShock sans Big Daddy, ce n'était pas vendeur. Ça allait dans le mur, c'était une erreur, les gens n'auraient pas apprécié, les fans n'auraient pas apprécié, etc. Et ils voulaient, par exemple, à la fin du film, donc ils voulaient déjà qu'il y ait des Big Daddy un petit peu partout dans le film, et qu'à la fin, en fait, Paul se batte contre un Big Daddy. Alors, pour qu'il y arrive, en fait, il voulait qu'il a... Donc dans l'univers BioShock, on a ce qu'on appelle des plasmides. Donc c'est une espèce de drogue, c'est la cause de la chute de Rapture. Une des causes, c'est en fait une drogue qui te donne des pouvoirs, donc tu peux lancer des éclairs, du feu et tout ça, mais tu deviens accro, très vite accro. Et il voulait qu'à la fin, donc Paul s'injecte plein de plasmides et fasse un combat avec des éclairs, des flammes, des téléportations contre un Big Daddy, ou plusieurs, que ce soit épique, qu'il y ait des flammes, des explosions, boum, boum, boum. Et en fait, il voulait le jeu. Ça veut dire qu'il voulait, ça aurait été l'écueil que je voulais éviter, que tout le monde voulait éviter. Ce qu'on ne veut pas voir dans une adaptation de jeu vidéo, ce qu'on voit dans toutes les mauvaises adaptations de jeux vidéo, c'est quelqu'un qui joue à notre place. Et les producteurs voulaient absolument ça, ils voulaient leur baston, ils voulaient leur Big Daddy, ils voulaient en revendre et tout ça. Et Guillermo del Toro refusait net, voilà, ça ne l'intéressait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que les créateurs et la boîte du jeu ont dit dans le contrat, on n'a pas précisé qu'on donnait l'image de Big Daddy. En fait, ils n'ont pas précisé ça, mais ils n'ont pas précisé l'inverse aussi. En fait, si Del Toro avait eu envie d'utiliser les protecteurs ou les Big Daddy, en fait, il aurait pu largement le faire. C'est juste que ils n'ont rien dit. Et c'est assez amusant. Donc en fait, les producteurs ont craqué parce qu'ils ont peur de perdre les droits au milieu de la production du film. Le film était déjà engagé, il y a eu beaucoup d'argent sur la table. Donc ils ont laissé Del Toro faire. Et grâce à ça, on a eu quand même donc une des fins les plus poétiques, parce que c'est magnifique, cette fin juste en ombre et tout ça, ce sacrifice, cette fin cruelle. Cette fin, c'est l'espoir brisé jusqu'au bout, et en même temps c'est beau parce qu'ils se retrouvent pour l'éternité ensemble. Enfin, c'est tout ce que je voulais voir en fait dans un film. C'est exactement tout ce qu'on n'a pas dans le jeu, ça n'aurait pas marché quoi. Dans le jeu vidéo, c'est des choses qui ne peuvent pas vraiment marcher.
Et on remerciera jamais Guillermo del Toro et toute l'équipe technique autour d'avoir réussi ce coup de maître, d'avoir pu résister au producteur. Voilà. Et aussi de ne pas avoir cédé aux pressions du boum 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 d'action cher à tous les films de jeux vidéo malheureusement. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de rejouer aux jeux vidéo BioShock, que ça vous a donné envie de revoir le film BioShock de Guillermo del Toro, de revoir La Cité des Enfants Perdus aussi de Kao Champion-Jeunet, tant qu'on est, hein. De lire le livre de la grève, hein. Prenez les références culturelles, de vous replonger dans cet univers, dans Rapture, dans cet univers sous-marin, en écoutant La mer de Charles Trenet. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, ça ne vous coûte rien, ça vous coûte un clic. Pareil pour les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre, même si vous me mutez dans les premières publications. Et si vous avez envie en fait aussi de voir un petit peu mes prochaines vidéos, de m'encourager ou de me parler, n'hésitez pas à me suivre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.